De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet avec nous, nos deux invités. À ma gauche, Moussa Sidibé, fiscaliste, et à ma droite, un économiste, Aboubacar Fofana. Et puis, bien évidemment, n'oublie pas notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. En Afrique, le secteur du commerce alimentaire et de la grande distribution se caractérise par un niveau de risque important entre charges fiscales élevées, concurrence du marché informel et concurrence des grands groupes étrangers. Les investisseurs locaux peinent à se faire une place dans un secteur pourtant très lucratif. C'est un reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Il a été commenté par Idlet Mirabel-Bissou. Dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, les investisseurs locaux peinent à émerger dans le secteur de la grande distribution. Et pour cause, l'environnement économique du commerce sur le continent se caractérise par un niveau de risque élevé et une concurrence inégale avec les grandes firmes internationales. À l'instar du Bénin ou du Niger, les pays de l'Afrique au sud du Sahara enregistrent une réticence et un faible investissement des opérateurs économiques nationaux sur le marché de la grande distribution, ouvrant ainsi la voie à la prédominance des multinationales. Nuhu Bourihima est nigérien. Il fait partie des premiers investisseurs locaux à s'intéresser à ce secteur. Le dédonnement n'est pas favorable. Vraiment, dans toute la sous-région, c'est qu'on en train de faire. Vraiment, au Niger, ça, c'est le dédonnement qui est en train de tuer notre activité. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le facteur énergétique. Parce que nous, généralement, c'est le problème énergétique qui nous cause énormément de problèmes. Parce que notre activité dépend essentiellement de la Nigélec et la Nigélec n'arrive pas à vraiment assurer l'énergie nécessaire pour et les clients et les consommateurs et les distributeurs en place. Les investisseurs locaux de la sous-région ouest-africaine rencontrent plusieurs difficultés qui limitent leur compétitivité et qui émoussent leurs ardeurs. Au-delà du déficit énergétique ou de l'épineuse question du dédouanement des marchandises, le développement fulgurant du secteur informel est un obstacle à l'épanouissement des investisseurs et de leurs activités. La concurrence du secteur informel est si développée qu'il est risqué, il est périlleux de dire je veux m'installer dans une activité de grande distribution. Vous avez nos marchés traditionnels, vous avez tout le long de nos rues les bonnes dames qui vendent pratiquement les mêmes choses et qui ne supportent pas ou qui ne sont pas obligés de supporter les mêmes impôts que ceux qui sont dans le formel sont obligés de supporter. Les Nigériens, c'est vrai, ils investissent dedans, mais ils ne veulent pas prendre beaucoup de risques comme les étrangers. Alors que dans le commerce, vraiment, il y a des risques. Il y a vraiment des risques qu'il faut prendre. Et en plus de ça, les multinationales, ils importent eux-mêmes. C'est des importateurs eux-mêmes. Ils font le gros, la vente en gros, et ils font le détail, les supermarchés dont vous parlez. Alors que les Nigériens, quand le monsieur importe, il ne fait qu'ils importent, mais ils font juste la vente en gros, ou bien demi-gros. Ils ne font pas le détail. Rares sont les Nigériens qui importent et qui font le détail. L'autre bête noire des investisseurs locaux est l'ampleur des charges fiscales. Les mécanismes fiscaux établis par de nombreux pays africains ne facilitent pas l'intégration des investisseurs locaux. À cela s'ajoute la présence des multinationales qui bénéficient par contre de plusieurs facilités. Une situation qui tend à installer l'hégémonie des multinationales. Quand on voit l'aspect fiscal, où au lieu que l'État facilite la fiscalité à ces entreprises-là, l'État devient encore parfois comme leur bourreau. Et quand on compare les facilités offertes aux entreprises, aux multinationales qui ont des supermarchés, des hypermarchés au Bénin, aux supermarchés difficilement conçus par les nôtres pour promouvoir le Made in Benin, vous vous rendez compte que les facilités sont diamétralement opposées. Et d'office, ce qu'on aurait pu faire pour que ces supermarchés qui produisent le Made in Benin se développent mieux, nous prenons le cas de Label Bénin, c'est les exempter complètement de taxes.
Au Niger, le ministère du Commerce a mis en place des mesures pour accompagner les investisseurs nationaux ou étrangers. Le commerce a d'ailleurs été libéralisé depuis 1990. De leur côté, les acteurs de la grande distribution au Bénin dénoncent l'absence de mesures d'accompagnement de l'État. Quand vous prenez la production locale au Bénin, elle est encore faible et fragile, simplement parce qu'à la date d'aujourd'hui, je puis vous le confirmer, j'ai demandé par exemple la liste des entreprises qui innovent au Bénin, au niveau du ministère des Commerces, mais cette liste n'existe pas. Ça veut dire que le ministère du Commerce n'a pas encore compris la nécessité de promouvoir ce genre d'entreprise pour que les innovateurs puissent développer la production locale et accroître leurs revenus, leur chiffre d'affaires pour que notre économie puisse être plus stable. De nombreux grands magasins de distribution ou de supermarchés au Bénin font la promotion des produits fabriqués localement. À l'instar des autres investisseurs, ils plaident pour l'allègement par l'État des charges fiscales et la mise en place d'un cadre égalitaire aussi bien pour les nationaux que les étrangers. Une doléance que soutiennent les consommateurs. Notre chance de réussir sera aussi dans l'équité de nos gouvernants dans le traitement des opérateurs économiques, que ce soit des nationaux comme des expatriés. Mieux, si on peut avoir un regard plus favorable aux nationaux, ça peut être encore plus intéressant parce que eux, ils vont investir dans le pays et l'activité sera durable pour le pays. Tout le monde y gagnera. Le pays, en tout cas, y gagnera parce que nos investissements vont rester dans le pays. La facilitation de la création des entreprises est effective au Bénin par l'entremise du guichet unique de formalisation des entreprises GUF et au Niger par la mise en place de la maison de l'entreprise. Plusieurs moyens ont été mis à la disposition des acteurs du commerce au Niger, notamment l'installation récente du tribunal de commerce et le centre de médiation et d'arbitrage qui facilite la résolution des litiges entre les opérateurs économiques et les investisseurs locaux. Au Bénin, le Code des investisseurs prévoit des facilités pour les investisseurs selon leur catégorie. Aussi, l'Assemblée nationale a adopté une loi sur la concurrence. La mise en application effective de ces mesures constituera une bouffée d'oxygène pour les investisseurs locaux. Monsieur Fofana, tant que l'informel jouera ce rôle si important dans nos économies, il sera difficile pour la grande distribution de se faire une véritable place. Mais vous savez, il y a deux marchés parallèles. L'informel a son utilité, puisque de toute façon, c'est pas tout le monde qui forcément va aller dans une grande surface, un supermarché. C'est essentiellement la classe moyenne et puis des personnes de la diaspora qui retournent au pays, qui sont habituées à un certain type de consommation. Par contre, le secteur informel aura toujours sa nécessité. Je commence par le plus bas, c'est-à-dire la bonne petite vendeuse de produits frais au marché ou de légumes, sans aller jusqu'aux supérettes qui essaiment par-ci, par-là. Et chacun a sa place, chaque secteur d'activité peut prospérer. Donc pour vous, c'est compatible, le secteur informel et la grande distribution? Parce que les gens qui sont dans ce secteur informel-là fournissent, ça emploie une bonne partie de la population active. Il y a des personnes qui, sans cette activité, n'auraient pas d'autre travail. Rien que pour ça, c'est une bonne chose. Et puis, nous avons nos habitudes séculaires d'aller acheter du produit frais au marché, le faire cuire le même jour. Et puis maintenant, avec la stabilisation progressive de la fourniture énergétique, c'est un plus qui va faire en sorte que les grandes surfaces se développent. Alors, Monsieur Sidibé, on le sait, les distributeurs qui s'installent sur le continent proposent des produits importés, souvent très chers pour la population locale. C'est aussi un problème et c'est pour cela qu'elle continue d'aller s'alimenter au niveau du secteur informel. Bien sûr. Moi, mon idée sur ce sujet, moi, je pense que les États quand même doivent comprendre l'initiative en la matière, c'est de dire que les grands distributeurs qui s'implantent sur les marchés africains, qu'on arrive à mettre en place des réglementations pour imposer souvent des joint ventures avec des investisseurs locaux pour permettre à des acteurs locaux de rentrer dans le segment économique de la grande distribution. Je pense que c'est l'un des moyens pour ces États de pouvoir vraiment
intégrer les acteurs locaux dans les investissements. Sinon, on va continuer toujours à avoir la force de ces grands distributeurs sur le marché local et qui va un peu piétiner les acteurs locaux parce que ce n'est pas les mêmes standards économiques. Et forcément, il faut des mesures réglementaires à mettre en place pour permettre aux investisseurs locaux d'être dans le segment économique. Ouais. Alors pour ceux qui nous regardaient hier, on parlait justement hier du classement Doing Business. Certains pays africains sont très bien classés, ils savent attirer les investisseurs étrangers, les séduire au détriment des investisseurs locaux, Jean-Marie, qui, comme on l'a vu à travers le reportage, ont bien évidemment du mal à se lancer dans la grande distribution. Comme nous l'avons toujours dit sur ce plateau, Amira, l'Afrique ne s'en sortira pas industriellement dès l'instant qu'il n'y a pas un minimum de protectionnisme. Moi, je le prône ici, là. On a beau nous parler, si vous voulez, de la mondialisation et de tout ce que vous voulez. J'ai toujours dit sur ce plateau, je mets au défi toutes les économistes du monde entier qu'on me montre un État qui s'est développé, si vous voulez, à ciel ouvert sans que vous ayez une réglementation protectionniste, tant peu soit-elle. Donc, les États africains doivent prendre conscience qu'on doit défendre les acteurs locaux. Tous les États africains, si vous voulez, postulent, si vous voulez, à l'émergence 2025, 2030, 2045, tout ce que vous voulez. Dès l'instant que nous n'avons pas construit, j'ai dit que l'émergence, si vous voulez, ça ne se décrète pas, ça se construit. Il est impératif qu'en Afrique, les États africains construisent déjà, c'est-à-dire des petites unités industrielles qui fassent en sorte que les producteurs locaux puissent offrir à la population les produits locaux, transformés localement. Qu'on ne s'étonne pas aujourd'hui quand on regarde nos grands supermarchés en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les produits, si vous voulez, extérieurs qui sont vendus, si vous voulez, sur nos territoires. Et sur ces territoires-là, les dirigeants oublient de mettre en place les conditions préalables de la naissance de petites industries pour pouvoir aller achalander, si vous voulez, ces supermarchés-là avec nos produits locaux et non avec les produits importés. Les produits sur lesquels nous n'avons pas encore la compétence nécessaire pour pouvoir les produire, je veux bien que nous les importions, mais dans le domaine comme dans les secteurs agricoles, il est impératif qu'il y ait, comment dirais, un protectionnisme fort et dur des États africains. Moi, je le prends. Sinon, nos émergences, nous allons devenir des États qui vont dépendre alimentairement de l'extérieur. Donc, il est impératif aujourd'hui, quand on décrète l'émergence, qu'on regarde d'abord le secteur agricole, comment est-ce qu'on fait pour nourrir nos populations, et maintenant, comment est-ce que nous faisons pour monter des petites industries. Vous avez des coopératives là-dessus. Nous avons des exemples là dans le monde entier qui peuvent permettre aux États africains de pouvoir mettre en place, comment dirais, des mécanismes et des modalités qui fassent en sorte que la population locale puisse pourvoir à ces besoins-là. Monsieur Fofana, est-ce que dans un souci d'attirer toujours plus d'investisseurs étrangers, les États ont oublié leur propre force, les investisseurs locaux? Ce qui est de positif dans l'arrivée de ces super hypermarchés, si cela peut impulser le développement, la mise en place d'une agro-industrie locale, c'est-à-dire que ces surfaces-là fassent appel à la transformation au niveau local de nos fruits et légumes qui pourrissent à longueur d'année, ce sera une bonne chose. Si on peut tirer vers le haut la qualité, parce que c'est vrai que nous produisons, mais la qualité n'y est toujours pas, et les méthodes de conservation n'y sont pas. Je parlais tantôt de la stabilisation progressive de la fourniture d'électricité un peu partout sur le continent, qui était un handicap il n'y a pas encore longtemps. Nous ne sommes pas complètement couverts, mais bon, on arrive maintenant à... dans le reportage tout à l'heure, on l'a vu, le monsieur du Niger avait abordé ce problème-là, c'est la fourniture d'électricité. Et l'État, par contre, peut faire en sorte d'impulser cette collaboration. Et si tout est importé, on a une autre manière, je parle sous le contrôle du fiscaliste, de faire en sorte que ces investisseurs étrangers-là fassent appel à des producteurs locaux, sinon les produits qu'ils importent se renchérissent, simplement. Monsieur Sidibé, pourquoi sur le continent africain, est-ce plus facile pour les investisseurs étrangers de faire des affaires que pour les investisseurs locaux? Parce que déjà, ils n'ont pas les mêmes standards économiques. Ils sont plus forts économiquement. C'est là que je rejoins M. Bitomo. C'est que si on veut que les acteurs locaux, surtout dans le domaine agricole, puissent s'en sortir, c'est que si les investisseurs étrangers, les grands distributeurs veulent venir sur le marché, il faut leur imposer une réglementation soit fiscale ou
commerciales, genre des joint ventures avec des producteurs locaux pour permettre à ce que cette production locale soit transformée et mise dans la chaîne alimentaire, c'est une des mesures que les États doivent prendre. Et fiscalement, effectivement, s'il y a de grosses importations de produits étrangers, il va falloir que les États mettent des taxes douanières assez importantes pour permettre à l'État d'avoir aussi des recettes financières, des recettes fiscales en la matière. Je pense qu'ils n'ont pas les mêmes poids économiques, forcément, ils n'ont pas les mêmes standards. Du coup, pour un peu équilibrer les relations économiques quand les investisseurs étrangers viennent sur le marché, il faut effectivement qu'il y ait des mesures réglementaires et fiscales prises par les États. Alors, j'ai deux économistes et un fiscaliste autour de cette table. La semaine est consacrée à la classe moyenne africaine. Depuis ce lundi, c'est quand même un sujet qui fait débat parce qu'on a mal à définir justement cette classe moyenne africaine. Selon la BAD, ce serait une famille, un foyer et qui aurait entre 2 et 20 $ par jour à dépenser. Pour certains instituts bancaires, on est bien loin de ce standard. Jean-Marie, très rapidement, pensez-vous, comme la BAD, que les Africains appartenant à la classe moyenne sont aujourd'hui au nombre de 370 millions? Je ne crois pas. Ce sont les chiffres de la BAD, je rappelle. C'est pas moi qui suis optimiste. Je pense que c'est trop optimiste, Amira, de mon point de vue. Tout simplement pourquoi? Parce que l'émergence de la classe moyenne africaine, elle est toute récente. C'est-à-dire, sur ce plateau, il me souvient que, il y a peut-être 6 mois en arrière, nous avons discuté de cette émergence-là, où on vous parlait de nombre de millionnaires en Afrique, c'est-à-dire vers des 2 décennies à venir. Mais aujourd'hui, on sait très bien que la plupart de nos enquêtes, les statistiques qui en ressortent, ce sont les statistiques qui sortent, si vous voulez, des grands points urbains, c'est-à-dire de nos pays. Rarement vous avez, si vous voulez, des gens qui vont à la campagne pour prendre, si vous voulez, le pouls de ce qui se passe à la campagne. Donc, de mon point de vue, on peut avoir des statistiques qui peuvent être des statistiques optimistes en tant que telles, mais de mon point de vue, je ne pense pas que vous ayez toute famille africaine qui ait 20 $ par jour pour pouvoir vivre. Monsieur Fofana, vous êtes d'accord avec les prévisions de la BAD, selon laquelle entre 2 et 20 $ par jour suffirait pour appartenir à la classe moyenne? Selon qu'on prenne la fourchette basse ou haute, ça ne donne pas la même chose. C'est plus près de 2 $ que de 20 $, je dirais. Mais il faut se dire une chose. Si ces multinationales viennent en Afrique, c'est qu'il y a un marché. C'est qu'il y a un marché porteur. Ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Et donc, il y a un certain développement de la classe moyenne. C'est indéniable. De plus en plus de gens vivent dans les grandes cités, comme Jean-Marie le disait tout à l'heure, et qui gagnent raisonnablement leur vie, qui sont prêts à se consacrer à des achats dans ces centres. Le besoin crée la présence de ces surfaces. Monsieur Sidibé, vous êtes d'accord, il y a une véritable classe moyenne qui est en train d'émerger sur le continent africain, ou est-elle encore trop sous-jacente et trop faible? Il y a forcément une émergence de classe moyenne. Bon, ça dépend de la fourchette hausse ou basse. J'ai cru comprendre qu'entre 2 et 50 $, on est dans la classe moyenne. 2 et 20 $. 2 et 22 $ selon. Sauf que entre 2 et 4 $, il y a une classe qui peut être assez flottante, qui peut tomber facilement dans la pauvreté. Non, mais moi, ce que je veux ajouter, c'est que, en fait, il faut profiter je pense que les États ne voient pas en cette classe moyenne qui se développe un levier de croissance. On l'analyse très souvent sous l'angle de la consommation et non sous l'angle de l'investissement et du financement à long terme. Et ça, c'est un sujet qu'il faut beaucoup débattre. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.